La République démocratique du Congo venait de célébrer très récemment le 18e anniversaire de la Constitution du 18 février 2006, créée et promulguée par le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et à ces jours où la RDC est en train d'aller de célébration en célébration de cet anniversaire de la Constitution du 18 février 2006, quel auront été le mérite de cette Constitution du 18 février 2006? Quels sont les avantages, mais aussi les désavantages ou les inconvénients que cette Constitution présente justement à la nation congolaise? Toutes ces questions, c'est à parler maintenant à travers votre émission au droit pour tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous qui êtes branchés sur Vert Pâturage Télévision pour nous regarder. Et sur ce plateau, un invité pour vous. Il s'agit de Maître Jonas Ngalamouloumé, qui est avocat. Il est praticien du droit au quotidien, à qui nous disons bonjour, Maître Jonas. Bonjour, monsieur le journaliste Nico. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur ce plateau de Droit pour tous. Le plaisir est partagé. Alors, cette émission, Droit pour tous, c'est une émission à caractère pédagogique. Une actualité, c'est une émission qui informe, qui forme également la population, comme je le dis, à caractère pédagogique. Raison pour laquelle nous allons commencer justement à vous poser cette question, parce que les Congolais, il y a toujours des ceux-là qui ne maîtrisent pas les choses. Quand on parle de la Constitution, au fait, de manière beaucoup plus simpliste, c'est quoi? La Constitution, c'est la loi fondamentale d'une nation. Et je voudrais bien être plus bas pour que tout le monde puisse comprendre et saisir. En des termes les plus simplistes, c'est la volonté collective. C'est le vouloir vivre ensemble d'une nation de manière formalisée. Voilà, donc considérons ça, c'est le vouloir vivre ensemble. La volonté qui a été mise dans les conditions de ne pas perdre les repères, pouvant fixer les principes généraux de gestion d'une nation. Alors vous l'avez dit, c'est la volonté de pouvoir vivre ensemble. Il est donc évident que chaque pays, chaque nation qui se veut autonome ou je veux dire souveraine puisse avoir évidemment sa propre constitution. Absolument. La constitution fait partie des éléments substantiels à l'existence même d'une nation. Parce que sans constitution, il n'y a pas de boussole. C'est la constitution qui donne lieu à la naissance des lois organiques qui fixent les grands jalons de la vie d'un État. Et dans les cas d'espèce, tout État du monde a sa constitution qui répond aux règles écrites et non écrites. À titre illustratif, vous avez en Grande-Bretagne des règles non écrites et des règles écrites. Vous avez ici chez nous en République démocratique du Congo essentiellement les règles écrites parce que tout acte qui est posé par l'appareil étatique n'a de soubassement et ne doit avoir de soubassement que la Constitution qui est sa loi fondamentale. Voilà, ça c'est très bien. Alors nous entrons dans le vif de notre sujet qui est justement cette célébration de la Constitution de la RDC depuis son existence, depuis qu'elle a tiré son existence en 2006, je le dis à l'entame, avec la promulgation par l'ancien président Joseph Kabila. On est à notre 18e année. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de mérite que cette constitution a apporté justement à la nation? En termes de mérite, je pense que cette constitution a fixé des bases existentielles des institutions. Parce que c'est elle qui aujourd'hui a donné un peu de poumon respiratoire de l'existence de l'État congolais sur son mécanisme fonctionnel. Sans cette constitution, nous n'aurions pas aujourd'hui la substance des institutions étatiques qui existent aujourd'hui. C'est ça le 1+. Le deuxième plus dans ça, c'est l'engagement formel de l'institution président de la République à la sécurisation de l'étendue territoriale de notre pays. Le troisième engagement, ce sont les mécanismes de contrôle de vie
et d'orientation de la politique de la nation. La quatrième innovation qu'il y a dans cette loi, c'est que nous avons des ouvertures, des services connexes que l'État peut mettre en place pour fluidifier sa machine fonctionnelle. Voilà en grande ligne, ainsi d'ailleurs, je voulais oublier, mais c'est quand même essentiel, pour accroître et donner goût à la vie politique et démocratique du pays, la constitution que nous avons sous nos mains de la République démocratique du Congo a posé une limitation des mandats. Aujourd'hui, il y a la possibilité pour tout citoyen congolais de pouvoir ambitionner pour être président de la République au lieu d'aller rechercher le pouvoir dans la brousse et par les armes. C'était quand même quelque chose qui était comme une réponse à pouvoir limiter les envies, les ambitions belliqueuses de certains compatriotes. Voilà. Et là, c'est tout à fait normal parce que juste après la chute du pouvoir de régime de maréchal Mobutu et à Laurent Désiré Kabila qui arrive, qui prend le pouvoir et il sera assassiné et puis voilà son fils qui va succéder à son père et pendant ce temps-là le pays était pratiquement dans une sorte de chaos et puis il fallait mettre en place justement une constitution. Oui, là, pour mieux comprendre ce chemin, nous sommes là dans ce que je peux appeler l'histoire constitutionnelle. Après le coup d'État de 97, vous avez Laurent Désiré Kabila qui arrive, qui suspend la constitution du Zaïre, instaure l'acte constitutif coulé dans le décret 003, qui fixe les principes de gestion du pays calqués sur l'AFDEL, CPP et après. Après qu'il soit enlevé de ce monde par la volonté des hommes, son fils étant venu, nous avons la constitution de transition. De 2003. Exactement. Qui résulte essentiellement de la volonté des belligérants de Sun City. Cette constitution de transition, en réalité, répondait à 3 préoccupations. La première préoccupation, c'était répondre à l'appétit glouton de tous ceux qui voulaient se partager absolument le pays, mais que cela soit encadré pour que le pays ne se déchire pas. Deuxième réponse à cela, c'était pratiquement répondre à ce que moi j'appelais une urgence qui consistait à pouvoir répondre à l'encadrement pour éviter que les partis reviennent à leurs anciennes habitudes. Et à cela, il fallait répondre à une épineuse préoccupation qui reste d'ailleurs ambiguë jusqu'à aujourd'hui, la question des nationalités. Parce que nous sommes un pays qui est à cheval, qui a des frontières naturelles, mais aussi artificielles, avec ses 9 voisins. Alors il y avait une question d'infiltration. Moi, j'ai toujours pensé que la constitution de transition, c'est une constitution qui a donné le boulevard à l'infiltration par le mixage, brassage de tous les belligérants qui ont infiltré nos services de sécurité, mais à la base... Même aussi dans plusieurs institutions, exactement, le retrouver. Exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'était qu'une réponse à la protection d'entre guillemets les minorités ethniques qui n'avaient pour ambition que la nationalité congolaise afin d'assurer carrément le pillage tranquille. Ce n'était pas une constitution qui avait pour ambition de créer et faire fonctionner une nation. Après cela, les gens se sont rendus compte que si nous restons dans cette configuration, finalement c'est un partage des gâteaux, nous serons moins crédibles. Il fallait passer à une étape supérieure. À l'étape supérieure, c'est maintenant cette constitution de 2006. Aussitôt mise en place, et d'ailleurs, cette constitution de 2006, quand de même elle avait reçu les intelligences congolaises de haute facture, mais il faut noter que c'était des intelligences, pour quelques-unes, guidées et envoyées par les anciens rebelles. Et chacun voulait quelque peu se retrouver dans un coin quelconque de la République et gérer son empire.
Voilà comment nous en sommes arrivés là, mais elle a quand même beaucoup d'atouts que j'ai évoqués tout à l'heure sur le cycle électoral et tout, la limitation du mandat. On va revenir sur ça, voilà. Mais je voudrais quand même qu'on revienne. Je ne sais pas si là vous avez déjà abordé la question des avantages que cette constitution a justement apporté à la nation congolaise de manière beaucoup plus explicite. Est-ce qu'il y a des avantages où la population congolaise, où l'ensemble des Congolais peuvent se dire « Ah, ça c'est vraiment un acquis de cette constitution du 18 février 2006 ». Je dois noter, et j'étais en train de le dire tout à l'heure, compte tenu d'ailleurs de la non prise en compte des réalités de notre pays, vous avez vu, quelque temps, après qu'on ait adopté, promulgué la Constitution de 2006, elle va encore subir une chirurgie par une nouvelle loi de 2011. C'est la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 qui a apporté la modification à certaines dispositions constitutionnelles. La recherche de quoi? C'était la recherche de répondre à l'urgence, pas à la nécessité. Et là encore, à titre illustratif, nous allons de 2 tours à 1 tour. Or, cette question de 1 tour aujourd'hui pose suffisamment des questions de légitimité des institutions. On aurait dû laisser 2 tours. Et au 2e tour, la consolidation de la légitimité se ferait. Mais comme on dit, les justes créent le droit. Eh bien, nous sommes dans un droit qui permet que lorsque vous êtes élu même à 10%, régné par 90%, puisque vous avez été le meilleur d'entre ceux qui étaient alignés, eh bien, vous êtes celui qui représente la nation. On n'en peut rien, la loi est déjà créée. Donc, pour répondre maintenant à la question des avantages, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'appropriation de la classe politique et l'appropriation de la population, de la basse classe, le niveau social du Congolais moyen. C'est un lambda. Lambda, voilà, c'est ce que j'ai dit, la question de l'urgence, le besoin de l'urgence et le besoin de la nécessité. Et lorsque vous regardez la plupart des textes normatifs qui sont pris dans ce pays, notamment la Constitution qui fait l'objet de cet échange, elle répondait aux besoins de l'urgence, pas aux besoins de la nécessité. Parce que si elle répondait aux besoins de la nécessité, nous ne serions pas là avec, par exemple, des représentants, entre guillemets, de la Constitution, du pouvoir central, de l'institution président de la République, mais qui sont soumis au pouvoir de sanction des assemblées provinciales, par exemple. Il y a une inadéquation de la vie politique, de la philosophie politique, par rapport à qui on doit rendre compte. Donc c'était ça, on n'avait pas juste vu plus loin. Donc si vous notez aujourd'hui, ce manque d'appropriation du peuple lambda et de la classe politiquement élevée pose un problème du mariage de tous les jours. Voilà pourquoi moi j'ai toujours pensé, les biens, c'est que nous avons le cycle électoral, nous avons la respiration démocratique, nous avons les élections, nous avons les institutions, nous avons la possibilité, le mécanisme d'acquisition du pouvoir et de la mise fin aussi du pouvoir sont consacrés dans la Constitution. Ce n'est pas à négliger, ça c'est quand même un atout pour un pays qui vient d'un cycle de guerre des années et qui est d'ailleurs encore en guerre, souvenez-vous du cas de l'Est. Mais en termes de faiblesse, c'est que c'est une constitution en réalité qui n'a pas résolu la question de la nécessité. Parce que les constitutions rigides. Alors, quand vous parlez de la nécessité, on peut faire allusion à quoi exactement? Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Le besoin de la nécessité, c'est le besoin de principes universels et impersonnels. L'on construit une constitution qui n'est pas calquée sur mesure. Lorsque, par exemple, au moment de la rédaction de cette constitution de 2006, la limitation d'âge pour l'accession aux fonctions du président de la République était en fonction de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Évidemment. Donc, c'est-à-dire, dès l'instant que l'on construit la loi fondamentale sur un élément lié à la personne d'un individu qui
qui va passer, la preuve en est qu'aujourd'hui, il n'est plus président. C'est un autre qui est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Alors, qu'en est-il maintenant de cette condition d'accession au pouvoir aux fonctions du président de la République? On aurait dû tenir compte des fonctions de l'âge minimal, mais aussi de l'âge maximal. Et ça permet, parce que toute loi fondamentale d'un pays a aussi un aspect sélectif. Donc la nécessité, c'est répondre aux besoins de l'objectivité et du caractère impersonnel. Mais lorsque l'on va sur le besoin de l'urgence, à titre illustratif, puisque c'est Nico, il faut ne pas exclure, même si les principes universels disent, mais comme Nico ne répond pas, on doit créer telle exception. Et là, au passage de Nico, cette disposition tombe en désuétude et ça pose un problème d'application et de l'appropriation. Et là, ça pose déjà énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Et c'est ce que ce sont des problèmes que nous voyons actuellement. Vous savez, l'instabilité des assemblées provinciales a été garantie par quoi? C'est par la Constitution. Parce que vous avez d'une part... C'est d'ailleurs la question que je voulais poser tout de suite là. Si effectivement cette constitution du 18 février 2006 a contribué à la stabilité de nos institutions. Voilà. Non. Je peux dire, ma réponse est relative. Elle a contribué partiellement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un Joseph Kabila qui n'est plus président. Un Tshisekedi qui arrive tout en sachant que c'est son dernier mandat. Et dans la mémoire collective, tout le monde sait que son dernier mandat. C'est quand même une stabilité. Alors maintenant, de l'autre côté, l'autre revers de la médaille, c'est qu'elle a garanti l'instabilité. Parce que la même constitution dit que le gouverneur de province, par exemple, est le représentant du président de la République en province. Il représente à quelques paramètres le pouvoir central. Ainsi de suite jusqu'à certaines chefferies. Mais cependant, le président de la République n'a eu de droit de sanction sur le gouverneur qu'à la faveur de la modification de 2011. Mais en même temps, le pouvoir de sanction du président de la République pour celui qui le représente est mis en concours avec, en compétition avec les assemblées provinciales. C'est ce qui fait aujourd'hui un gouverneur de province qui ne répond peut-être pas aux besoins subjectifs de certains élus provinciaux. Il suffirait qu'il claque les doigts pour qu'il l'éjecte. Et s'il n'y a pas la maîtrise des procédures pour devoir des recours juridictionnels, c'est un gouverneur qui est foutu, qui est parti. Et en même temps, le temps de revenir pour une nouvelle élection de notre gouverneur dans les 60 jours, vous avez la caisse de l'État qui est saignée. C'est aussi une perte financière. Cette manne pouvait servir à autre chose. Et vous avez maintenant des personnalités qui se recherchent gauche-droite. L'autre faiblesse de cette constitution, elle a favorisé les tribalismes. Parce que aujourd'hui, la géopolitique telle que comprise voudrait que des animateurs des institutions tiennent compte des origines desquelles ils viennent. Or, si nous étions dans l'ère Mobutu, que moi je toujours aimé, selon la constitution du Zaïre, pour cet aspect des choses, c'est qu'on avait la politique des non-originaires. Le président pouvait nommer des gouverneurs non originaires. On a vu à l'époque avec l'exemple qu'on a toujours donné avec le gouverneur Kondeville Akikano. Voilà, il y a même Kouya Diallo, il y a Madame Zouzoua Bombo qui était gouverneur dans le Congo central, Bazaïr. Et ça... qui était justement envoyé dans d'autres provinces. Exactement. Et qui était très apprécié par les personnes, la population non originaire. Tout à fait. Et il a fait son travail correctement et ils ont laissé des traces. Et d'ailleurs, parlant de Kondeville Akikanda, vous savez qu'il avait même été élu loin de sa juridiction natale. Voilà un peu certaines valeurs qui devrait se retrouver dans la Constitution. Là, ça fait partie même d'ailleurs de la cohésion nationale que l'on veut aujourd'hui, que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour avoir. Tout à fait. Et ça fait partie des éléments de faiblesse.
Parce que maintenant, si le gouverneur doit être élu en fonction de ses origines, c'est que son gouvernement provincial doit être aussi conçu en fonction de ses origines. Le ministre qui est venu, qui viendra, va vouloir composer son cabinet en fonction aussi de ses origines, et c'est le népotisme constitutionnel garanti. Voilà un peu quelques éléments de faiblesse de cette constitution qui, si l'on nous suit de tous nos voeux, je souhaiterais vraiment que cela soit revisité pour que l'on laisse le pouvoir de nomination et de sanction au président de la République. Et donc là, c'est vous optez, comme on dit, illico presto pour la révision. Je suis favorable aujourd'hui pour la révision de la Constitution. Parce que s'il y a eu une délégation qui a pu assurer ce que je peux appeler soupape de secours pour un peu garantir quelque peu la stabilité ou le pouvoir de sanction du président de la République en direction du gouvernement de province, nous en faisons partie. Sur le financement de PNUD, nous avons siégé dans la commission Kimbuta au Grand Hôtel. C'est nous qui avions proposé la loi sur la décentralisation. C'est nous qui avons suggéré quelques revisitations de certaines dispositions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, parmi les premières personnes à l'époque, c'était le gouverneur Bayende, Jean-Claude, qui avait été sanctionné à la faveur de certaines modifications de loi et de la loi sur la décentralisation que nous avions proposées dans la commission Kimbuta. Et nous pensons qu'il est essentiel aujourd'hui, pour répondre aux besoins de la stabilité de notre nation, de pouvoir revisiter cette constitution afin de répondre d'une part au principe de la stabilité des institutions provinciales, que le gouverneur soit nommé, révoqué par le président de la République, ça va stabiliser. Imposer les principes constitutionnels des non-originaires. Limiter le nombre de représentations des personnes qui appartiennent à la même tribu que l'animateur dans son cabinet de travail. Mobutu le disait toujours, ça va limiter le tribalisme et tout Congolais va se sentir chez lui partout et dans toutes les provinces. Alors là, s'il faille révisiter cette constitution, mais ce ne sera pas quand même toutes les dispositions qui doivent faire l'objet justement de cette révisitation. Ce ne sont pas toutes les dispositions, dans la mesure où la Constitution de la République actuellement en vigueur de 2006, telle que modifiée, a des clauses de coffre-fort. C'est l'article 220 qui limite la modification de la Constitution. Là, on dit touche pas à mon 220. Exactement, touche pas à mon 220. L'économie, c'est que le nombre et la durée du mandat du président de la République ne peut pas être revu. On ne doit pas toucher, c'est déjà bon. Et la forme de l'État ne peut pas être non plus retouchée. Il y a des dispositions qui sont verrouillées, qui ne peuvent pas être modifiées, de telle sorte que si on les touche, ça emporte toute la Constitution et nous changeons de république et il nous faut une nouvelle Constitution. Et là, ça crée une certaine confusion dans le chef de la population, dans les chefs même de ces animateurs qui pilotent les institutions de la République. Et puis là, c'est le désespoir qui peut justement arriver. Absolument. Donc aujourd'hui, si l'on touche au 220, c'est fini, la République change de nature. Cette constitution ne subsiste plus. C'est-à-dire l'âme de la constitution de la République démocratique du Congo, c'est dans sa clause du coffre-fort. 220. On n'y touche pas. Ça, si on y touche, carrément, on a changé de constitution. Mais sinon, alors nous avons les constitutions rigides et souples. La nôtre semble être souple par rapport aux questions fragiles que nous venons d'évoquer tout à l'heure, mais si nous voulons la rendre rigide pour rester pérenne, comme nous le voyons avec les États-Unis et qui a des vieilles constitutions, la France et partout ailleurs. Mais là, avec les États-Unis et la France dont vous faites allusion, là, il y a quand même la stabilité, on voit quand même une certaine stabilité. Il y a aussi l'équilibre des vies dans le chef de la population, parce qu'en fait, tous, on recherche l'intérêt supérieur de la population. Tout à fait. Vous voyez, si nous arrivons à ce niveau-là, nous n'aurons pas besoin d'une commission électorale nationale indépendante. C'est une institution qui est consacrée dans la Constitution, mais qui répond en plus aux besoins des belligérants.
Parce qu'en réalité, on peut tout dire. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie à connotation politique. On peut tout dire. Parce que vous trouverez des représentants de la majorité, les représentants de la minorité, de l'opposition, les représentants des confessions religieuses. Et là encore, c'est une nébuleuse qui pose problème aujourd'hui. Donc, il y a besoin de pouvoir compter sur les services de l'État. En France et partout ailleurs, ce sont les services du ministère de l'Intérieur qui les font parce qu'ils ont le fichier national. Ils savent qui est citoyen, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, si nous répondons à la question, et je vais vous surprendre. Vous savez qu'aujourd'hui, la loi sur la nationalité congolaise date de 2004. Sa conformité à la Constitution, suivant l'arrêt des principes de la Cour suprême de l'époque, répond à la conformité de la Constitution des transitions. Et qu'avec la nouvelle Constitution telle que modifiée à ce jour, la dernière disposition dit « Toute disposition antérieure et contraire à la présente Constitution sont abrogées ». Mais nous avons cette loi qui est en vigueur jusqu'aujourd'hui. Nous avons une nationalité qui est régie par une loi qui n'a pas été confrontée à la Constitution en vigueur. Voilà la fragilité. Voilà le problème. Et dans cette loi-là, on vous dit par exemple que tout enfant nouveau-né trouvé sur le sol congolais est congolais d'origine. Et la Constitution vous dit, pour être président de la République, il faut être congolais d'origine. Avoir des origines aussi congolaises. Donc, il vous suffit d'avoir même une peau blanche, même un chinois. Trouvé sur le sol congolais. Vous êtes d'office congolais. Vous êtes congolais d'origine. Et demain, vous pouvez prétendre être président de la République. Voilà les pièges consacrés dans la Constitution et dans cette loi de 2004 qui doivent être vus pour la sécurité et l'intangibilité de nos frontières. Voilà, Maître Jonas Ngala Mouloumé, nous tendons vers la fin de cet entretien, mais nous allons quand même prendre faire cette différence. Vous avez évoqué la constitution de transition d'avril 2003, justement, qui a servi de préparation et qui a conduit le pays pendant un moment pour que nous puissions avoir justement cette constitution de 2006. Alors quand on fait une étude comparative entre les deux constitutions qui ont régi et celui qui continue à régir le pays jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a de points des différences? Qu'est-ce qui a changé De par l'intitulé d'abord, vous avez la constitution de la transition et la constitution de la République démocratique du Congo. La forme déjà, elle est différente parce que la constitution de la transition, dans son âme et dans son esprit, elle était éphémère. Elle a donné juste lieu à un cadre devant donner naissance à l'actuelle constitution. Et cette constitution de transition n'avait pour fondement que le partage de pouvoir, que juste mettre un point de suspension sur la possibilité du retour à la guerre. Et la constitution actuelle a donné naissance aux institutions de la République, a donné la respiration démocratique, mais en dépit de quelques faiblesses que nous avons relevées précédemment. Et aujourd'hui, on remet encore en cause cette légitimité de nos institutions. Nous en parlerons peut-être lors de la prochaine occasion. Oui, puisque vous en évoquez même un peu effleuré rapidement. Évidemment, allez-y. On ne peut pas aujourd'hui, dans les contextes actuels, poser la question de la légitimité. Parce que, comme je l'ai dit, les justes créent les droits. La volonté collective aujourd'hui, telle que soumise d'ailleurs au Congrès, qui était représentatif du peuple congolais qui devrait passer par voie référendaire, a accepté un tour. Et il y a eu aujourd'hui, nous sommes au 4e cycle électoral, c'est déjà les us et coutumes qui ont donné droit à une loi dans laquelle nous nous identifions tous. L'avantage maintenant, c'est que cette fois-ci, au nombre des élus et puis des électeurs,
Les candidats gagnants a gagné au moins à la très large majorité, 73, quelques poussières de pourcentage, ce qui brise le tabou de la guerre à la légitimité et qui lui en confère pleinement sa légitimité. Voilà, Maître Jonas Ngalamouloumé, nous sommes à la fin de cette émission. Nous sentons que là, ce n'était qu'une première partie de cet échange et nous pensons que nous allons continuer et justement sur base de votre agenda pour que nous puissions avec vous éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous suivent sur ces questions qui s'avèrent pertinemment importantes. Peut-être en 15 secondes, un mot de clôture pour aujourd'hui. Aimons notre pays, soutenons notre pays, faisons tout pour notre pays. Nous n'avons que la RDC comme pays. Merci. Merci beaucoup, Maître Jonas Ngalamouloumé. C'était là votre mot de conclusion à cet échange. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs de Droit pour tous, nous sommes à la fin de notre entretien aujourd'hui. Nous avons justement parlé de ce mérite que la Constitution du 18 février 2006, adoptée et promulguée par le président honoraire Joseph Kabila. Nous avons également, avec l'invité, parlé justement des avantages que cela peut procurer. Alors, nous allons continuer avec le même élan lors de la prochaine émission, avec le même invité. D'ici là, portez-vous bien et merci de continuer à suivre votre chaîne Vert Pâturage. Au revoir.